Oh ben, les choses sont simples. D'abord le plaisir de retrouver le Mistral que j'avais oublié depuis un grand nombre d'années. Le plaisir de retrouver un bon nombre de contacts, d'amis qui sont présents, de très belles conférences avec un point derrière qui est que au-delà des constats que nous pouvons tous faire d'une situation de crise extrêmement violente, un constat, un manque de solutions. Pour l'instant, je n'entends pas encore de véritables solutions pour sortir de cette crise. Et donc moi, j'ai un message à faire passer en quelques mots. Je vais être le plus rapide possible. Premier message, message d'espoir, message de confiance dans l'avenir et message de grande sérénité quant à l'avenir. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Je dis cela parce que la République française est morte. C'est ça la nouvelle, c'est ça le message. La République française est morte parce que on peut argumenter cela d'un point de vue juridique un petit peu sophistiqué. Elle est morte depuis 2008, depuis que la souveraineté de la France a été piétinée, la souveraineté des électeurs, la souveraineté du peuple a été largement piétinée avec le traité dit de Rome II, où les électeurs français ont dit non à la perte de souveraineté de la France par rapport à l'Europe. Et le même texte, enfin le même contenu de texte nous a été resservi avec le traité de Lisbonne. Il y a là une forme de trahison de la Constitution. Je rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, donc c'est le peuple qui, in fine, est le dernier décideur. Or, la décision du peuple du 29 mai 2005 a été très très largement piétinée. Et aujourd'hui, de quoi est-ce que nous nous apercevons avec cette République violée, Marianne violée depuis 2008? Nous nous apercevons que tous les principes de base de la DDHC, les principes de base du préambule de la Constitution de 1946, les principes de base de la Constitution de 1958 sont complètement piétinés. Nous n'avons plus aujourd'hui de séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le Parlement et la justice. Et nous sommes dans une crise extrêmement intense, qui est multidimensionnelle, qui est spirituelle, qui est financière, qui est économique. Et nous sommes effectivement dans une guerre bactériologique. Je crois que toutes les interventions des médecins, des chercheurs, des scientifiques qui ont occupé la scène des conférences tout au long de ces 3 jours, je crois que la conclusion évidente, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une situation où un certain nombre de bandes criminelles organisées qui agissent pour des intérêts privés et des intérêts internationaux de puissances étrangères à la France, ces bandes criminelles-là utilisent les institutions de la République pour mener une véritable guerre bactériologique en direction des populations. Et donc nous avons une forme de devoir en tant que peuple souverain ou que souverain peuple de France, nous avons une forme de devoir de dire stop à tout cela. Et dire stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans un processus de retour à l'état de droit par une période de légalité transitionnelle. C'est-à-dire que nous allons devoir faire comprendre à la population française que la Ve République, effectivement, est morte, et que non seulement elle est morte, mais nous devons aller évidemment bien au-delà et provoquer véritablement un changement de régime. Comment un changement de régime se fait dans l'histoire? Il se fait par des période de transition. On va retrouver dans l'histoire de France, depuis la fin de la monarchie, nous allons retrouver, en comptant les lois du royaume, 16 constitutions, nous allons retrouver 11 périodes transitionnelles. Il va falloir que nous rentrions dans une 12e période transitionnelle. Alors comment est-ce que ça va se passer ? Je ne sais pas à quelle date ça va se passer. Je ne sais pas exactement quels seront les acteurs qui vont mettre cela en place. Ce que je sais, c'est que l'intégralité des agents de l'État français, qu'ils soient soignants, enseignants
ou militaires, ou gendarmes, ou agents des douanes, l'intégralité des agents de l'État français ont une obligation légale, formelle, sous peine de sanction lorsqu'elle n'est pas respectée. Cette obligation, c'est celle de désobéir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a effectivement dans le code de la fonction publique, et cela concerne aussi bien les militaires, il y a un article qui explique que tout fonctionnaire a le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal susceptible de porter atteinte à l'intérêt général. Et ça, j'aimerais vraiment beaucoup que tous les Français s'emploient, et tous les résistants, dissidents, désobéissants, etc., s'emploient à faire comprendre à l'ensemble de la fonction publique qu'il est de leur devoir de dire stop aux zones illégaux qui concernent notamment la vaccination, mais pas seulement la vaccination. L'envoi d'armes en Ukraine, c'est tout autant illégal aujourd'hui. Ce sont des ordres illégaux qui consistent à donner ordre à des militaires d'envoyer, j'allais dire, nos dernières armes et nos derniers canons en Ukraine pour une histoire qui, fondamentalement, ne nous concerne pas directement. Voilà l'essentiel de ce que je veux dire. Depuis quelques mois, enfin plus d'un an maintenant, je travaille étroitement avec le Conseil national de l'État de Savoie. Lorsque je suis allé en Savoie l'année dernière, Thierry Bécourt, le porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, tout comme Fabrice Bonnard, le président du Conseil national de l'État de Savoie, Fabrice Bonnard étant avocat par ailleurs, et ancien Saint-Cyrien et ancien avocat de la Direction générale des douanes pendant plus de 20 ans, lorsque je les ai écoutés me raconter que lorsque Thierry ou d'autres Savoyards étaient arrêtés par la gendarmerie pour un simple contrôle routier, Thierry pouvait se permettre de présenter sa carte d'identité de l'État de Savoie, son permis de conduire de l'État de Savoie, et lorsque les gendarmes téléphonaient à la préfecture ou à monsieur le procureur, ceux-ci leur répondaient « laissez-le circuler ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la Savoie a entre les mains un dossier extrêmement puissant d'un point de vue juridique en termes de droit international, que ce dossier est en train d'avancer, que des saisines vont être faites aussi bien du côté de Rome que du côté de la Cour internationale de justice, ceci dans les semaines qui viennent, et que cette démarche de l'État de Savoie affirmant sa souveraineté va être le déclencheur d'un tout autre processus qui, lui, va concerner la France tout entière, tout simplement parce que tout le monde dans les élites gouvernementales, tout le monde sait aujourd'hui pertinemment que la République française est putative, que le régime de la Ve République arrive à sa fin et que nous allons devoir tout simplement l'enterrer tous ensemble. Je crois que j'ai dit l'essentiel, je ne veux pas être trop long. Voilà. Question, parce que les mais gens je t'en disent, prie. ça fait un moment qu'on en parle, mais ça ne vient pas. Est-ce qu'on peut donner une date? Est-ce qu'on peut dire que c'est imminent? Est-ce qu'il y a des signes positifs? J'ai beaucoup de signes très positifs me permettant de dire que c'est imminent que la Savoie écrive à Rome au regard du traité de paix de 1947 qui prévoit une commission de conciliation en cas de problème d'interprétation du traité. Or, il y a effectivement un très gros problème puisque en 1947, la France, 47-48, la France n'a pas notifié le fameux traité de Turin de 1860 qui annexait la Savoie à la France. La France n'a pas notifié ce traité pour le réactiver en 1947, sachant qu'il avait été mis en suspens du fait de la guerre entre l'Italie et la France dans les années 40. Non seulement la France n'a pas notifié ce traité à l'Italie, mais elle ne l'a pas enregistré à l'ONU. Cette histoire-là a été mise sous un couvercle. Le couvercle a été soulevé il y a plusieurs années de ça en arrière. Et aujourd'hui, la Savoie est largement fondée en droit international à réclamer sa souveraineté, à réclamer un règlement du problème au niveau d'une conférence des ambassadeurs signataires, des pays signataires du traité de paix de 1947. Ceci pouvant être une solution pacificatrice à beaucoup de difficultés que rencontre l'Europe aujourd'hui. Voilà, je n'étends pas plus sur ce sujet. Tout ça, ça concerne la Savoie.
Dans quelle mesure ça concernerait la France? Parce que beaucoup de personnes sont inquiètes donc, du gouvernement français. Donc Macron a été réélu fraîchement, mais on voit qu'il y a d'énormes difficultés. Après la crise du vaccin, maintenant c'est la crise énergétique, cette guerre d'Ukraine qui n'en finit pas, qui au contraire risque de s'envenimer, et un nombre de plus en plus important de personnes souhaiteraient en fait la destitution du président qui vient d'arriver ou un remaniement. Oui, alors la destitution, c'est une pure illusion. Il n'y aura jamais suffisamment de parlementaires qui oseront mettre cette procédure en place. Je crois que ce qu'il faut comprendre là maintenant, c'est que le jeu électoral, l'intérêt du jeu électoral, c'est terminé pour nous, pour la population. Plus rien ne fonctionne réellement. Aucune des institutions, que ce soit du pouvoir exécutif, du pouvoir parlementaire, du pouvoir judiciaire, ne fonctionne aux normes d'un État démocratique. Ce que l'on peut dire, et ce que je dis souvent, c'est que les institutions de la République sont utilisées par des bandes criminelles organisées, et que ces bandes criminelles organisées, notre devoir est de les arrêter. Pour les arrêter, il faut deux puissances. La puissance du verbe, ça c'est la puissance du discours juridique. Le discours juridique relatif à un retour à l'état de droit par une période de l'égalité transitionnelle, ce discours, il existe, les outils juridiques existent, il suffit d'aller les chercher et de les utiliser. Et la deuxième puissance qui est nécessaire pour installer une période de transition, c'est la force tout court, c'est la force des armes, et c'est la force professionnelle de l'armée. De l'ordre public. De l'ordre public. Il ne s'agit pas. Le choix va être simple dans quelques semaines, dans quelques mois, où c'est l'insurrection généralisée dans tout le pays. Alors je sais bien que certaines forces cherchent cela, ou c'est une période plus sereine et plus tranquille de transition par la légalité transitionnelle. Les outils juridiques sont là. Quant aux forces de l'ordre public qui devront agir, nous saurons qu'elles ont agi le lendemain de leur action. Quand est-ce qu'elles vont agir? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elles le feront lorsque le moment sera venu. Et ce moment-là, on va être très raisonnable, très optimiste. On va parler du deuxième semestre de l'année 2023. Et je vais m'arrêter là sur ces propos. Donc le mot de la fin, que penses-tu donc, de cette université? Qu'est-ce que ça permet? C'est un moment fort d'un processus d'éveil. Ce qui me paraît important de relever, c'est l'idée que les violences qui ont été commises à l'encontre des populations, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les malades atteints du Covid que l'on a oublié de soigner ou refusé de soigner, que ce soit surtout tous ceux qui aujourd'hui sont effectivement victimes des effets secondaires des vaccins, si l'on fait le tour des violences qui ont été imposées à la population, redis-moi ta question, je l'ai perdue. C'était par rapport à l'université d'été. Oui, pardon, on est d'accord. Voilà. Est-ce que c'est une bonne surprise de voir autant de monde? Bien sûr que c'est une bonne surprise de voir autant de monde. Ce que je voulais exprimer là, c'est que compte tenu des violences effectivement qui ont été imposées à la population française, moi, ce qui me réjouit un peu, c'est que de plus en plus de personnes se réveillent. Ce qui est difficile, c'est que ce réveil est très douloureux pour beaucoup d'entre elles, parce qu'il est brutal, parce qu'il est choquant. Moi, ça fait 25 ans que je me bats contre un certain nombre de bandes criminelles organisées qui utilisent les institutions de la République. Ça fait 25 ans que je pratique l'art du recadrage pédagogique du personnel de direction des institutions. Donc je ne suis surpris de rien. Je dis même très souvent que cela fait 25 ans que j'attendais ce qui se passe aujourd'hui. Et donc je ne peux que me réjouir du fait qu'il y ait pas loin d'1 millier de personnes qui soient venues pendant ces 3 jours, une des journées en tout cas de ce week-end. Je ne peux que m'en réjouir parce que c'est le signe d'un éveil des consciences et d'une accélération du vortex de l'intelligence collective du cœur qui est en train effectivement d'accélérer, de toucher de plus en plus du monde. Le grand changement que nous attendons tous, c'est le passage de la peur à l'amour.
assez directement un certain nombre de journalistes qui sont en rupture de banc, alors que soit parce qu'on leur a gentiment demandé de partir de là où ils travaillaient, soit parce qu'ils ont choisi de partir, mais effectivement il y a de plus en plus de professionnels des médias qui sont en train de quitter les médias mainstream, tout simplement parce qu'ils ont compris qu'ils étaient le jouet de multiples manipulations, qu'ils étaient le jouet d'un système de corruption, d'un système de contrôle, et qu'ils n'ont tout simplement plus envie de jouer dans le mensonge permanent. Et évidemment, tout ça, c'est très porteur d'espoir. Ce que j'observe, c'est que beaucoup de médias alternatifs se relient les uns aux autres et contribuent effectivement à une réinformation de la population dont tout le monde a besoin.